Bonjour Patrick Artus. Bonjour. Patrick Artus, vous venez de publier avec Marie-Paul Virard un nouveau livre, Euro par ici, la sortie. Alors, votre livre apparaît comme, de prime abord comme un terrible réquisitoire, j'allais dire implacable, contre la zone euro. Vous parlez même d'une tragique erreur pour la création de l'euro. Alors, on ne va pas parler ici de tous les dysfonctionnements, parce qu'il faudrait des heures pour parler de tous les dysfonctionnements de la zone euro. Je voudrais mettre un premier point, et un premier angle d'attaque, j'allais dire, et en vous citant sur la croissance. Et je vous lis, page 106 très exactement. La zone euro est une machine à fabriquer de la croissance faible. Entre 2002 et 2015, le PIB en volume de la zone euro n'a progressé que de 13%, quand celui du Royaume-Uni augmentait de 25%, celui des États-Unis de 27% et celui de la Suède de 32%. Alors, quelle est la responsabilité de la zone euro dans ce différentiel de croissance ? Je crois qu'il est très important. Alors, on ne va pas être trop long, mais les problèmes institutionnels jouent un rôle majeur. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a 3 problèmes institutionnels centraux qu'il va falloir régler. Le premier, c'est le fait que le capital, l'épargne ne circule plus à l'intérieur de la zone euro. On ne peut plus utiliser l'épargne des Allemands pour financer des investissements au Portugal, pour faire simple. Et les Allemands préfèrent prêter leur épargne. Jusqu'à 2008, il a circulé. Oui, il a circulé, mais à mauvais escient, puisqu'on s'aperçoit que l'épargne des Allemands a surtout financé la bulle immobilière, de l'excès d'endettement des ménages, etc. Depuis la crise de 2008 et encore plus depuis la crise de l'euro de 2011, les Allemands prêtent leur épargne au reste du monde. Et donc on a une incroyable déperdition d'épargne. On fabrique des investissements dans le reste du monde avec l'épargne de l'Allemagne. On finance la croissance ailleurs. On finance la croissance ailleurs. Et donc ça, c'est quelque chose qui est central. Une union monétaire, c'est fait pour faciliter la circulation de l'épargne. Une union monétaire sans circulation de l'épargne, ça n'a aucun sens en réalité. Deuxième sujet, et ça c'est un point qui est bien connu, les ajustements sont asymétriques. Donc si un pays a un déficit extérieur ou un déficit budgétaire, il doit mener une politique restrictive. Si un pays a un excédent extérieur ou un excédent budgétaire, il ne fait rien. Typiquement l'Allemagne, les Pays-Bas. Et donc, on a un ajustement qui n'est fait que par les politiques restrictives dans les pays en difficulté. Donc, évidemment, ça crée un biais restrictif que vous n'auriez pas dans un État fédéral, hein, où si une région est en difficulté, une autre région va relancer. Hein. Et puis le troisième sujet qui est très important et qui est connu depuis très longtemps, mais qui a été assez peu débattu, c'est qu'une union monétaire, ça fabrique de l'hétérogénéité. Parce que les pays se spécialisent différemment. Donc plus on avance dans le temps, plus les pays de la zone euro sont différents. Et donc on pensait construire de la convergence entre les pays, on a fabriqué la divergence. Alors on a fait de la convergence nominale, ce qui est normal, puisqu'on a la même monnaie, le même taux de change, donc les taux d'inflation sont à peu près les mêmes, etc. Mais les structures des économies sont devenues de plus en plus différentes. Et ça, c'est un problème qu'il va absolument falloir régler, parce que ceci conduit à ce que du moment qu'on ne peut plus utiliser un endettement massif pour le cacher, à ce que les niveaux de vie des pays divergent. Hein, donc les avantages comparatifs de chacun des pays jouent à fond. On a une polarisation industrielle au centre, oui. On va dire dans le monde rhénan, germanique, oui, etc., Pays-Bas, voilà. Autriche. Et la périphérie se désindustrialise. Oui, ce qui est normal. Quand vous lisez l'économie géographique habituelle, on vous explique que dans une union monétaire, les activités un peu lourdes vont vers le centre. Et ça, on ne l'avait pas vu quand on a créé l'euro. Krugman l'avait écrit en 1992, dans un article formidable qui s'appelle « Les leçons du Massachusetts pour l'Europe ». Mais personne, apparemment, n'avait lu l'article de Krugman. Et on n'a pas du tout... On a vécu au contraire. Il y a plein de citations de Jean-Claude Trichet, en fait, tous les grands fondateurs, qui expliquent que, comme vous disiez, du moment qu'on aura la même monnaie et les mêmes règles, on va avoir les mêmes économies, donc on sera tous des Allemagnes. Eh ben non. Et donc aujourd'hui, on n'a pas du tout avancé dans la question de la réhomogénéisation. Comment on fait pour qu'il n'y ait pas des zones très pauvres à côté de zones très riches. En d'autres termes, la Costa Brava n'a aucune chance de se retrouver au bord de la mer du Nord. Mais quand on a fait tout ce réquisitoire, on passe sur beaucoup de problèmes parce qu'on ne veut pas y passer trop de temps. Finalement, que reste-t-il de positif dans la zone euro après le réquisitoire que vous faites ? Alors, d'abord, il faut dire qu'on ne sait pas ce qui se serait passé si on n'avait pas eu l'euro. Si on n'avait pas eu l'euro, par construction. Mais quand même, et c'est un argument qu'utilise beaucoup la BCE, mais qui n'est pas faux. On aurait probablement eu une crise de change très grave en 2008-2009.
des pays qui auraient essayé de très fortes dévaluations de leur taux de change pour essayer de se sortir de la crise. On aurait comme en 92-93. Comme en 92-93. On aurait eu probablement des taux d'intérêt extraordinairement élevés dans les pays périphériques. On aurait eu beaucoup de désordre, quoi, je dirais, financier, qu'on a sans doute évité. Donc il ne faut pas non plus oublier cela. Simplement, on ne peut pas le prouver, mais très probablement, il serait passé ça. Deuxième chose, il ne faut pas non plus être totalement négatif. C'est-à-dire, de manière assez défensive, la zone euro a été imaginative. On a l'ESM. L'ESM, c'est quand même 600, 700, je crois, milliards d'euros de capacité de prêt. On a fait le plan Juncker, qui est un truc très intelligent, parce qu'on va prendre l'épargne des Allemands pour financer des investissements bien faits, bien sélectionnés dans l'ensemble de l'Europe. Donc on a fait des choses assez intelligentes. Le problème, c'est que ce sont des choses qui sont assez défensives et qui ne sont pas très perçues par le grand public. Mais le plan Juncker, c'est un truc très intelligent. On a un excès d'épargne de l'Allemagne, un déficit d'investissement, les Allemands ne veulent pas prêter leur épargne, on crée un instrument dans lequel les Allemands veulent bien investir et qui va financer ces investissements. Donc on a quand même été imaginatif de façon intelligente dans la zone euro. Quand je fais la balance de votre livre, entre les arguments qui disent l'euro c'est un désastre et puis il y a quelques éléments positifs, la balance elle pèse. Oui, la balance est très négative. Oui. Elle est très négative. Et pourtant, vous dites néanmoins après ce réquisitoire que sortir de l'euro conduirait à nous appauvrir, voire à nous ruiner. C'est un débat qui est très chaud en ce moment dans les présidentielles françaises et dans les élections qui vont venir en Italie. C'est le débat sur la possibilité qu'un pays sorte de l'euro et dévalue sa devise. Alors effectivement, la France et l'Italie ont des problèmes de compétitivité de l'industrie, donc il est assez tentant de dire, en gros, il faudrait que la France et l'Italie dévaluent de 20%. Pour rétablir une pas simplement de compétitivité, de désindustrialisation. Oui, mais qui sont liés au fait que par rapport à l'Espagne, qui finalement n'est pas un pays très différent dans sa gamme de produits, les coûts de production de l'industrie sont 20% plus élevés en France et en Italie. Donc c'est assez tentant de dire, ben voilà, on a trouvé la solution efficace, on va dévaluer de 20% le franc et la lire. Le problème, c'est que en 1993, quand le système monétaire européen a explosé, en fait, tous les pays avaient encore leur monnaie. Donc les dettes des entreprises, des États, des banques, etc., c'était des francs, des lires, des pesettes. Et donc on pouvait dévaluer. Aujourd'hui, nos dettes sont en euros. On s'est totalement intégré. Toutes nos dettes sont en euros. Ça fait 20 ans qu'on est dans l'euro. Et il est absolument clair, alors c'est un débat où il y a beaucoup de mauvaise foi, mais qui est très important, que si une entreprise, par exemple, qui a émis une dette en euros, l'entreprise française convertit sa dette en francs et que le franc se dévalue par rapport à l'euro, ceci sera considéré comme un défaut de cette entreprise, par tous les prêteurs, par toutes les agences de rating, etc. Cette entreprise sera en défaut. Donc Même si ça relève du droit français ? Même si ça relève du droit français. C'est une entreprise. Sa dette, c'est écrit euro. Il n'y a aucun tribunal, y compris français, qui dira non, c'est des euros. Et donc, quelle que soit la volonté politique ou les décisions du Parlement, monsieur, je prends complètement au hasard, Schneider Electric qui a de la dette en euros. Oui, mais là, Schneider Electric, il a sa dette sur les marchés financiers. Oui, mais donc les libellés en droit anglo-saxon. Oui, mais même si c'est une dette qui a un tribunal de recours en France, ça n'a pas d'importance. C'est une dette dont le contrat d'émission, qui est un contrat de droit privé, entre une entreprise qui émet et des investisseurs qui ont acheté, dit que ce sont des euros. Et donc, quand un emprunteur change de façon unilatérale le contrat d'émission de sa dette, ça s'appelle un défaut. Et là, on peut utiliser toutes les arguties sur, etc. C'est un défaut. Et donc, nous mettons, si nous faisons ça, en défaut la totalité des emprunteurs privés, les entreprises, les banques, etc. Donc, évidemment, c'est infaisable. On est trop intégré financièrement, après 20 ans d'euros, pour pouvoir sortir. Donc, votre raisonnement, c'est de dire... On a construit l'euro d'une façon catastrophique, on n'a pas assez réfléchi, on a fait beaucoup de bêtises, mais sortir de l'euro, aujourd'hui, on est coincé, on ne peut pas en sortir, il faut trouver une solution. Donc, vous gardez l'espoir, Patrick Artus, c'est quoi les solutions ? Bon, d'abord, on garde l'espoir, on est quand même conscient qu'à un certain moment, des hommes politiques peuvent faire de grosses bêtises. On a l'habitude. Donc, voilà. J'avais un client asiatique qui me disait l'autre jour, mais avec le raisonnement de votre livre, on n'aurait jamais eu de guerre. Donc, effectivement, il faut faire un peu attention. Cela étant, si on veut être optimiste, on dit, voilà, il y a toutes sortes de problèmes institutionnels, mais ils sont maintenant bien connus et assez généralement acceptés.
Il y a un problème ensuite de perception par l'opinion, et puis on ne peut pas sortir, pour les raisons que nous venons d'évoquer. Donc il faut réparer. Et il me semble que la réparation, elle part dans 3 directions. Il faut d'abord trouver des projets de type fédéral, de type fédéraliste, qui soient acceptables par tous. Donc il faut faire des petits pas fédéralistes. Ça peut être des projets dans le domaine de l'éducation, de la lutte contre la pauvreté, de l'indemnisation du chômage. Est-ce qu'un des points importants, ce n'est pas que ces projets d'intérêt collectif européen soient décidés démocratiquement? Ils peuvent être décidés démocratiquement, mais d'un autre côté... Est-ce que la zone euro ne souffre pas d'un profond déficit de démocratie? Oui, mais on a un Parlement européen qui est élu au suffrage par tous les pays. En fonction de critères nationaux. Oui, mais dans le fonctionnement même du Parlement européen, on n'est plus du tout sur une base nationale, comme vous le savez. Hein. C'est un Parlement qui est vraiment européen dans son fonctionnement. Il y a des partis... Quand vous parlez d'indemnisation chômage au niveau européen, par exemple, il faut que ça soit un débat politique au niveau européen. Il faut qu'une majorité politique se dégage en faveur d'un tel projet. Oui. Mais je crois, la question c'est de dire, il y a des gens dont le projet politique c'est un grand bond en avant. Donc ils disent on va faire un budget européen avec un ministre des Finances européen, des impôts européens. Et un fédéralisme comparable aux États-Unis. Voilà, ce bond en avant, il se fera sur 50 ans, mais il n'a aucune capacité à être accepté politiquement aujourd'hui. Donc on peut toujours l'écrire. C'est vrai que ça serait bien, mais ça ne se fera pas. Ensuite, il me semble que si on est pragmatique, il faut faire ces petits pas. En disant d'une part, il faut des projets qui soient acceptables par le monde allemand, pour faire simple. Et quand vous parlez aux économistes, aux hommes politiques en Allemagne, des projets, à nouveau dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, de la lutte contre l'illettrisme, contre l'exclusion, pour avoir un système de recherche meilleur, ils ne sont pas du tout hostiles. Hein, ils sont hostiles à des projets où on va donner une carte blanche aux États pour dépenser de l'argent européen. Ça ne se fera pas pendant une très longue période de temps. Mais des projets bien faits... Il n'y a personne en Allemagne n'a dit que le plan Juncker, c'était pas bien. Selon vous, il faut une politique budgétaire européenne, et je vais vous poser une question plus précise là-dessus, et une politique d'investissement européenne. La politique budgétaire, ça veut dire quand même un budget fédéral. De quelle taille? Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aux États-Unis, 70% des impôts sont des impôts fédéraux. En Europe, le budget fédéral, d'abord c'est un budget de l'UE, c'est pas un budget de la zone euro, et il fait 1% du PIB, comme nous le savons tous. Donc, alors imaginons un budget fédéral de la zone euro. Oui. Combien peut-on de façon réaliste imaginer de fédéraliser? Mais à nouveau, il y a plein d'objectifs différents. Il y a l'investissement. L'investissement, on n'est pas obligé de passer par un budget de la zone euro. Après tout, la Banque européenne d'investissement, hein, plan Juncker, si on arrive à aller jusqu'au bout, ça sera 600 milliards d'euros d'investissement. On en est à 130. Et donc, c'est gros quand même. Hein. Donc, on sait faire des investissements européens. Et là, à nouveau, vous n'avez pas entendu un quelconque Allemand protester contre le plan Juncker parce que la gouvernance est bonne. Hein, parce que les projets sont sélectionnés de façon sérieuse, ne sont pas à la discrétion des gouvernements, et que du moment que la gouvernance est bonne, les choses peuvent être mises en place. Donc, ce que je suggère, c'est de réfléchir à d'autres projets pan-européens dont la gouvernance sera bonne. C'est à nouveau de l'éducation, peut-être le logement social, ce genre de choses qui pourraient se faire sur une base pan-européenne. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Michel Aglietta de mettre en réseau les institutions publiques d'investissement européennes, comme la Banque des dépôts, la Caisse des dépôts en France, KfW, qui se refinanceraient sur les marchés financiers et qui financeraient des projets à très long terme? Oui, mais ils le font déjà. Je ne vois pas trop la nouveauté. Enfin, je veux dire, ils le font déjà sur une base qui est vraie, qui est très nationale. Mais en les mettant en réseau. Oui, justement. On peut. Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose, parce que ces institutions n'ont pas de problème de financement du tout. Mais à nouveau, on a la Banque européenne d'investissement. La Banque européenne d'investissement, c'est 80 milliards d'euros par an de projets de long terme sur une base européenne. Donc on l'a, cet instrument fédéral. Hein. Alors je reviens quand même à ma question précédente, le budget. Vous parliez d'assurance chômage, de mettre ensemble des choses qui doivent être décidées politiquement et démocratiquement au niveau européen. Il faut mettre un pot commun. Ce pot commun de combien? Non, mais je reviens à ma réponse. Bon, d'abord, il y a des petites choses. Ces petites choses, ça ne va pas aller très loin. L'assurance chômage, c'est un petit point du PIB. Enfin, donc, après, il y a l'autre ambition. Alors, il y a l'ambition investissement, mais à nouveau, on le fait hors budget, puisqu'on le fait par le plan Juncker. Et après, il y a l'ambition de stabilisation cyclique. Hein, qui a été beaucoup aussi discuté, de dire qu'il faut un budget européen
qui permet de compenser les différences cycliques entre les pays, puisque si les pays contribuent par des impôts à un budget qui refait des dépenses, comme dans tous les États fédéraux, on aura une stabilisation cyclique des régions. Aux États-Unis, les travaux de Barry Green montrent que si un État perd $1 à cause d'une situation économique particulière de produit intérieur brut, le fédéralisme lui ramène entre 50 et 60 cents. Donc on pourrait vouloir avoir une stabilisation cyclique européenne, mais là il faut un gros budget. Il faudrait avoir un budget européen qui représente l'équivalent du budget fédéral des États-Unis, c'est-à-dire autour de 15-18% du PIB. Et donc, politiquement inacceptable. Politiquement strictement infaisable aujourd'hui. Donc ce qui est faisable aujourd'hui, c'est quelques points de PIB sur des projets particuliers de solidarité avec une bonne gouvernance. 3-4% de PIB 3-4% de PIB. Oui. Un vrai enjeu, néanmoins. Mais n'empêche, 3-4% de PIB, c'est multiplié par 4 existants sur la taille du budget fédéral. Alors, à Vouly, on voit bien qu'il y a des solutions, que les économistes sont capables d'imaginer des solutions. Mais est-ce que finalement, les problèmes ne sont pas fondamentalement politiques ? Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, quand on vient au problème technique dont on parlait avant, donc par exemple le problème d'hétérogénéité, on sait que l'union monétaire, la zone euro comme union monétaire, va fabriquer cette hétérogénéité croissante. Donc tous les ans, le revenu relatif de certains pays va baisser par rapport au revenu relatif des pays les plus riches. On peut décider que ce n'est pas un problème. Et probablement à ce moment-là, même si, on vient de le dire, la zone euro est très difficile à détricoter, probablement la zone euro disparaîtra. Parce que le Portugal aujourd'hui a un revenu relatif par rapport à l'Allemagne qui est de 40%. Si dans 20 ans c'est 20%, enfin je veux dire, il y aura une tension à l'explosion qui sera beaucoup trop forte. Si on veut corriger ça, à nouveau, il faut rentrer dans ce grand budget dont vous parliez à l'instant, avec une capacité de transfert de revenus d'une région à une autre, des régions plus riches qui paieront plus d'impôts, etc. Sauf que ça nécessite de la solidarité, ça nécessite de changer les constitutions, puisque par exemple aujourd'hui, constitutionnellement, c'est impossible en Allemagne de faire ça, et donc c'est très difficile à imaginer. Donc effectivement, les réformes qui impliquent... Changer les constitutions et changer les traités. Changer les traités, changer les constitutions nationales de certains pays. Donc ça, c'est un projet de très long terme. C'est pour ça que ce que je suggère plutôt, c'est d'essayer tout en sachant que ce serait très positif, de faire ce qui ne nécessite pas cela. C'est-à-dire d'essayer de faire rapidement ce qui permet d'améliorer le fonctionnement de la zone euro sans avoir à passer par cette phase de changement des traités. Par exemple, aujourd'hui, problème majeur, je l'ai dit tout à l'heure, l'épargne ne circule pas. Pourquoi un assureur allemand ou une banque allemande ne veut pas financer un projet d'investissement en Italie, en Espagne ou au Portugal? Parce qu'il a peur que ça soit un mauvais projet, il a peur que l'emprunteur soit insolvable, et il l'a vu dans le passé. Et donc, il faut absolument convaincre cet assureur allemand que ce n'est pas vrai et que ces projets sont des projets solvables. Mais pour ça, il faut une certaine discipline dans les pays. On ne peut pas dire aux Allemands en même temps « venez chez nous investir, mais notre budget sera strictement sans contrôle, nos banques auront des pertes absolument abyssales ». Donc, il faut rétablir la solidité financière des États, des banques. Et donc, une urgence, par exemple, c'est de travailler sur les systèmes bancaires. Tant que les systèmes bancaires du Sud, en Espagne, au Portugal, et surtout en Italie, seront en difficulté, vous n'allez jamais convaincre un prêteur allemand de venir financer une entreprise dans ces pays. Et donc, je dirais le sérieux budgétaire, le nettoyage des bilans des banques, la solvabilité des emprunteurs, c'est quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui et qui est absolument urgent. C'est pour ça que les gens qui préconisent la disparition du sérieux budgétaire, l'oubli des règles budgétaires, se rendent pas compte qu'ils tuent jusqu'à la fin des temps la capacité d'attirer l'épargne de l'Allemagne dans le reste de la région. Justement, Patrick Artus, on est dans la ligne droite des élections présidentielles françaises. La règle des 3% de déficit public, c'est une règle incontournable ? Ce qui est intéressant, c'est la solvabilité. Ce n'est pas 3%. Donc il faut, à nouveau, il faut convaincre les pays qui ont trop d'épargne que nous sommes solvables.
Si les pays qui ont trop d'épargne pensent que nous sommes insolvables, ils continueront à prêter leur épargne aux États-Unis, à la Chine et aux pays d'Europe centrale. Et nous continuerons à ne pas avoir de croissance dans la zone euro. Donc c'est impératif. Donc il faut être solvable. Être solvable, ça ne veut pas nécessairement dire respecter une limite de 3%, parce que ça dépend fondamentalement de la nature des dépenses. Alors on a vu Michel Pébro, il y a quelques jours, reparler des dépenses publiques. Je ne suis pas d'accord avec ce que dit Michel Pébro. Le niveau en soi des dépenses publiques ou de la pression fiscale n'est pas un critère de solvabilité. Le critère de solvabilité, c'est la composition des dépenses publiques. Or, malheureusement, dans les pays de la zone euro, depuis la crise, nous avons augmenté nos endettements publics en baissant les investissements publics et dans certains pays en baissant les dépenses d'éducation, par exemple. Donc on a fait des choix stratégiques qui sont des choix qui nous rendent insolvables parce que nos dépenses n'ont pas comme contrepartie de la fabrication de croissance dans le futur. Donc ce n'est pas un chiffre magique, il va falloir qu'on réforme profondément la composition de nos dépenses. Et c'est très dommage de voir ce qu'on a fait. On a attaqué dans tous les pays les dépenses les plus utiles, finalement, tout en continuant donc, à du déficit pour financer de l'investissement éventuellement, et pas de déficit ici pour les dépenses courantes. Et alors attention après au politiquement correct emphatique. Parce que c'est très facile après de dire, mais voilà, on a bien compris, il ne faut pas faire de dépenses courantes, parce que c'est très vilain d'avoir de la dette publique en face du déficit cumulé de la protection de santé, ce qui est vrai. Mais allons-y, on peut faire des investissements publics, ça c'est la croissance de long terme, donc mettons un énorme paquet de relance des investissements publics. Attention, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. D'abord, quand vous comparez les pays de l'OCDE, il n'y a aucune corrélation entre le niveau des investissements publics et la croissance, ce qui devrait rendre prudent. Et on comprend pourquoi. L'investissement public, c'est un cumul de choses totalement hétéroclites. On peut fabriquer des routes qui vont nulle part, des TGV qui n'ont pas de passagers, et on peut réfléchir à des investissements intelligents. Le problème des investissements intelligents, c'est qu'ils sont probablement d'assez petite taille. À nouveau, le problème du plan Juncker aujourd'hui, ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque de projets intelligents. Donc, est-il vrai que nous ayons tellement d'investissements publics supplémentaires intelligents à faire? Donc, il ne faut surtout pas partir trop vite dans cette direction en disant il y a la mauvaise dépense courante et le bon investissement public. L'investissement public peut être absolument désastreux aussi. Donc, il faut faire ce... Et peut-être que dans les dépenses courantes, il y a des choses très intelligentes à faire. En France, on connaît, ou en France, en Italie, les problèmes de formation professionnelle, les problèmes de l'école primaire, où sans doute il faut beaucoup plus de moyens. Donc je crois qu'il faut sortir des grandes catégories et très finement se dire à quel endroit on peut mettre de la dépense publique intelligente. Et au lieu de partir, Mélenchon, 100 milliards d'investissements publics, oui, mais quoi ? On sait faire 100 milliards de voies de TGV qui n'ont pas de passagers, mais ça ne fera pas de croissance de long terme, ça fera juste de la dette. Donc il faut faire ce travail que nous savions faire dans le passé en France, dans les années 60, de mesure de l'efficacité des dépenses publiques à un niveau très fin. Bien, puisque vous avez cité l'un des candidats à l'élection présidentielle, ça me permet de mettre le mot de la fin de cet entretien. Décision éminemment politique de la part de nos citoyens dans quelques semaines, pour ou contre l'euro. Patrick Artus, merci. Merci beaucoup.